Et pour rendre l'affaire encore plus compliquée, qui se trouve au milieu du listing falsifié? Bernard Squarcini, le propre patron de François Casanova. Décédé d'un cancer en août 2004, François Casanova a emporté avec lui tous ses secrets. Personne à ce jour n'a trouvé les comptes rendus de François Casanova à son chef Bernard Squarcini. Bernard Squarcini a dit à l'instruction qu'il ne recevait rien. Et donc là, il y a, me semble-t-il, c'est un des points clés, un des points mystérieux, c'est la nature de cette relation extraordinairement étroite entre Imad Laoud et François Casanova. Et pendant que les liens se nouent entre le commandant Casanova et Imad Laoud, une tempête gronde dans les secrets du pouvoir. La guerre des droites reprend, comme au pire temps de l'affrontement entre Balladur et Chirac. Cette fois, c'est un affrontement entre Sarkozy et Villepin. L'enjeu, la constitution d'un supposé trésor de guerre en vue des prochaines présidentielles. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Merci. La source, le plus gros contrat d'armement dont la France puisse alors rêver. C'est le dossier Mixa. Un contrat de 7 milliards d'euros avec, comme dans tous les grands contrats d'armement, la promesse d'un trésor de guerre considérable. Un dossier que Charles Pasqua avait initié en 1994 en Arabie Saoudite avec son bras droit de l'époque, un certain Claude Guéant. Un dossier que le même Claude Guéant apporte à Nicolas Sarkozy dès son arrivée au ministère de l'Intérieur en 2002. En fait, on voit Nicolas Sarkozy à la manœuvre, ministre de l'Intérieur sur le contrat Mixa, parce que Charles Pasqua, son mentor en politique, ministre de l'Intérieur lui aussi entre 93 et 95, avait initié ce contrat. Et en quelque sorte, Nicolas Sarkozy, arrivant dans le bureau de son mentor, plusieurs années après lui, place Beauvau, ouvre les placards et il a ce contrat-là. Il essaye de le refaire vivre en agitant un intermédiaire qui aujourd'hui est devenu très encombrant pour l'Élysée, qui s'appelle Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, le richissime Libanais déjà à la manœuvre pour les Balladuriens entre 1993 et 1995, et que Charles Millon comme Dominique de Villepin traquaient entre 1995 et 1997 dans leur chasse aux rétrocommissions. Les notes de Ziad Takieddine parlent de Nicolas Sarkozy comme du patron. Il parle des sujets sensibles qu'il ne faudra aborder que secrètement avec les Saoudiens. Un niveau de secret invraisemblable au sein d'un gouvernement pour un contrat censé apporter emploi et devises à l'industrie française. Dans une note confidentielle d'octobre 2003, révélée par Mediapart, Takieddine donne une série d'instructions au cabinet de Nicolas Sarkozy pour finaliser la signature du mirifique contrat. De toute évidence, il faut se méfier du Quai d'Orsay, dirigé par Villepin, et du conseiller diplomatique de l'Élysée, Maurice Gourdeau-Montagne. La visite préparatoire est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Ni le cabinet, ni le conseiller diplomatique ne doivent être au courant, pour cause évidente de fuite. Pour cette raison, il sera préférable que B, entendre Brice Hortefeux, se déplace seul, et que le déplacement s'effectue sans fanfare, avion de ligne de Genève ou de Zurich. Dans l'intérêt d'une signature sans interférence, il est indispensable que tout le monde soit pris par surprise par cette signature. On voit bien que là, on est dans quelque chose de secret, d'opaque, et on se demande, mais que veulent-ils bien cacher avec un tel contrat, un tel homme d'affaires sulfureux qui est Ziad Takieddine au cœur des négociations, et alors que quasiment tout est bouclé, le contrat est prêt, les projets de contrat sont prêts, notamment celui du versement de l'argent noir pour Ziad Takieddine. L'État Chirac a imposé à Nicolas Sarkozy de ne pas se rendre en Arabie Saoudite et annuler son déplacement. Le 12 décembre 2003, donc, Jacques Chirac siffle la fin de la partie.
Comment a-t-il su ce qui se tramait? Un homme est au centre de l'affaire. Un homme qui vit au cœur de la zone grise où se négocient les grands contrats d'armement de la France. Un homme en rivalité frontale avec Ziad Takieddine. Alexandre Djouri, de son vrai nom Ahmed Djouri. Un homme qui n'a rien d'étranger à notre histoire. Il est depuis 18 ans le correspondant du commandant François Casanova. Il est au cœur de l'enquête de Pierre Péan. Alexandre Djouri est très discret. Il n'aime pas que l'on parle de lui ailleurs que dans les conseils d'administration du CAC 40 ou chez ses amis des cabinets ministériels. Djouri est donc un quasi-inconnu, jusqu'à ce que quelques journalistes commencent à s'y intéresser. Le parcours de l'homme d'affaires est digne des meilleurs polars. D'abord, il est évident que le parcours qu'il a fait montre que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Parce qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il est né dans le 9-3, très rapidement il arrive dans le 9-5 à Sarcelles. Il a un certain charisme, il sait bien se battre, et il sait raconter des histoires. Et d'habitude, ceux qui ont leurs habitudes à l'Élysée viennent de l'ENA généralement, après Sciences Po, HEC, etc. Lui, son HEC, c'est tout simplement une bande de voyous à Sarcelles. Il est un peu le chef charismatique. Il a comme héros Alexandre Legrand, ce qui est quand même assez original. Et il s'intègre à ce que les policiers vont appeler le gang de la banlieue nord. Je ne sais évidemment pas le détail de ce qu'il a fait, Alexandre Djouri, mais je sais que le gang était connu de tous les policiers pour faire des vols à main armée, pour faire du racket, etc. Mais ils estiment que Sarcelles et la banlieue nord, ça ne suffit pas, et ils décident de monter sur Paris grâce à un de leurs copains qui s'appelle David Les Yeux Bleus, et là ils vont se retrouver dans le faubourg Montmartre, eh bien tout simplement dans le clan Zemmour. Zemmour, c'est dans la fin des années 70, c'est le top du top de la pègre du grand banditisme parisien. Et il va, par son bagou, il va réussir dans les boîtes de nuit à s'acoquiner avec plein de gens. Il va très rapidement ainsi devenir proche du fils du directeur général de l'UNESCO. Il va passer au-delà du fils pour devenir copain du père, qui va lui ouvrir plein de gens à l'UNESCO, ce qui va l'entraîner vers des relations avec les fils de chefs d'État africains, des gens importants en Afrique, et puis la même chose sur le Proche et le Moyen-Orient. Et donc, en peu de temps, c'est quelqu'un qui va se constituer un carnet d'adresses extraordinaire, et parallèlement, il devient très proche, le meilleur pote d'Anthony Delon. Et il va lui suggérer de monter une affaire de blouson de cuir à la mode en utilisant le nom de Delon, AD, comme le père. Le père, ça lui plaît pas du tout, et va rentrer en bataille extraordinaire avec son fils, et Alexandre Djouri va participer à la guerre, on peut parler de véritable guerre, entre le clan de son père et le clan et le fils. Et là-dedans, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. C'est dans cette affaire Delon que pour la première fois, le nom de Djouri apparaît au détour de quelques brèves. Il a 27 ans et il se présente déjà comme un homme d'affaires. Il reçoit quand même une balle de 11,43 dans le dos. Mais à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Parce que, et je pense qu'une des explications qui permet de comprendre pourquoi ça n'a jamais été jusqu'au bout, les enquêtes, c'est qu'à partir de 86, il va être protégé. C'est-à-dire qu'il va être tamponné par des flics, François Antonat d'abord, et François Casanova à peu près en même temps, mais François Antonat qui est le premier à l'avoir tamponné, à avoir fait de lui
alors appelons comment, indique, je ne sais pas quoi, moi, honorable correspondant, je ne sais pas très bien, mais François Antonat va le tirer, parce que François Antonat passe chez Elf à partir de 90, et à partir de 90, Djouri va travailler beaucoup sur l'Afrique noire, beaucoup avec Elf. Il commence à gagner de l'argent, pas mal, probablement qu'il transporte des valises. On n'a jamais la preuve des valises. Hein. Il revient proche d'Alfred Sirven, il revient proche de Sassou, il revient proche de Bongo, etc. Et puis à partir de 1995, il va changer de statut. Il rentre dans l'entourage de Dominique de Villepin. Au point où il va devenir progressivement un homme véritablement dans la chiraki, quelqu'un d'important, hein, qui rend des services. Lui, son métier, au fond, c'est rendre des services. Alexandre Djouri est donc l'homme qui, en décembre 2003, rend ce grand service au président Chirac et à Dominique de Villepin. Déjouer le plan de son rival Taqieddine et des Sarkoziens dans le contrat Mixa.